Il ne manque pas de sujets à analyser en République démocratique du Congo. On a été émerveillé, passez-moi l'expression, par un autre scandale au niveau de la présidence de la République. Un conseiller du président de la République prétendait avoir le contrôle du chef et était en train d'organiser un projet dans lequel il allait tirer des avantages indus de pourcentage, même sur lui-même au cours de cet élément qui circule sur les réseaux sociaux, déclarait qu'il ne pouvait pas en tant qu'officiel congolais s'impliquer dans pareil projet, mais malheureusement il s'est impliqué. La vidéo circule sur les réseaux sociaux, lui-même a promis d'y revenir par le même canal qui a diffusé la vidéo, mais la présidence a réagi. La présidence a réagi, toute personne qui va se compromettre, qui va violer les principes de déontologie à sa fonction sera sévèrement sanctionnée, et on parlerait même qu'il y aurait déjà une ordonnance déjà rédigée contre Didier Tshimanga et d'autres conseillers qui se sont compromis par le passé. Quid l'image de marque de cette supra-institution de la République, là où se trouve là où pouvait se trouver la crème de crème, mais nous allons de scandale à scandale. Je vous rappelle qu'il y a une agence de la présidence dont le membre était filmé dans une banque de la place en train de, on va dire, de chercher de l'argent, de forcer, de faire du chantage. Voilà les concepts que je cherchais. Et voilà, c'est un scandale de plus. Nous allons analyser avec notre invité de ce jour, rentrée parlementaire, Christophe Mbosso Nkodia, a fait une déclaration fracassante. Il faudrait que le président Mbosso laisse le peuple congolais en paix. Ce sont les propos du président de l'Assemblée nationale, la deuxième personnalité du pays qui s'est exprimée. Est-ce que cette position est responsable de la part du speaker de l'Assemblée nationale? Nous allons nous interroger avec notre invité tout au long de cette émission, au cours de cette session parlementaire qui était ouverte hier. Elle sera consacrée essentiellement à l'examen de la loi des finances, communément appelée le budget de l'État. Cette session de septembre est une session essentiellement budgétaire. Le budget est évalué selon Samuel Lukonde King, qui a même déposé cette loi des finances à 14 milliards de dollars américains. Nous allons voir si ce budget sera à la hauteur des attentes du peuple. Est-ce qu'il sera exécuté normalement? Quid de ce que nous avons constaté la fois dernière? Il y a un détail très important que j'ai quand même eu tout récemment par rapport à les recettes additionnelles de près de 2 milliards 900 millions de dollars du collectif budgétaire ont été à plus de 80% affectés au fonctionnement et aux rémunérations des institutions de la République. Il y a le président de la République, il y a l'Assemblée nationale et le Sénat, et il y a le gouvernement de la République. À elles seules, parce qu'il s'agit des institutions de la République, elles ont consommé à peu près 80%. Donc voici la répartition. Présidence de la République, 72 millions de dollars américains. Primature, 9 millions de dollars américains. Assemblée nationale, 27 millions de dollars américains. Sénat, 24 millions. Les recettes additionnelles, Bakaboli. Donc 20% à rendre, peut-être un investissement, et le peuple, 80%. C'est extrêmement grave. Est-ce que cette inégalité sera solutionnée, sera réglée lors de l'examen de ce budget? Est-ce qu'il y aura un vrai débat? Ce sont les questions que nous allons nous poser tout au long de cette émission. Nous recevons spécialement pour vous M. Alain Bolodjoa. Alain Bolodjoa est l'initiateur du parti politique Les BAT. Lèvons-nous et bâtissons un parti politique en gestation. Alain Bolodjoa. On va faire une très très courte interview, une courte émission. Question pour nous d'éclairer l'opinion par rapport à tout ce que nous avons. Alain Bolodjoa, bonjour. Bonjour à vous. En tout cas, merci beaucoup pour l'opportunité. Voilà, alors vous avez appris, comme moi, les internautes vont même à caricaturer des scandaux à scandaux. À la présidence de la République, la vidéo de Didier Tshimanga, les conseillers stratégiques, les conseillers spéciaux
en matière de stratégie du chef de l'État, la met dans les sacs, en franglant des lits, en train d'exiger des pourcentages au cas où le projet aboutissait. En première vue, en première réaction, comment avez-vous analysé cette question au niveau de la plus haute institution de la République? Bon, peut-être que je vais vous surprendre. Personnellement, je ne suis pas surpris. Connaissant la personne, connaissant les systèmes, je ne suis pas surpris de voir qu'aujourd'hui, que nous ayons ces genres d'événements ou de phénomènes. Pourquoi vous n'êtes pas surpris? Monsieur Viguier Tshimanga n'est pas connu pour sa beauté. Il est connu justement pour sa subtilité sur certaines questions. Et donc, ce qui veut dire qu'il a été recruté pour ces fins-là. Selon vous? Quoi de plus naturel? Et puis, deuxièmement, la vidéo ne date pas d'aujourd'hui. Au regard de mon analyse, ça date lorsqu'ils accédaient au pouvoir. C'est une vieille vidéo qui était certainement entre les mains de ceux qui l'ont mis aujourd'hui à la place publique. Et vous serez surpris d'apprendre que c'est justement parce qu'il y a des agitations au niveau de la présidence. Voilà pourquoi ils ont balancé justement, parce qu'ils savent que c'est une question sensible qui va amener au débat et justement justifier son départ du cabinet. Et donc, il y a beaucoup d'éléments qui doivent être pris en compte. Mais ce qui est plus choquant, c'est d'apprendre que M. Viguier Tshimanga considère M. Félix Tshisekedi comme un pantin, quelqu'un qui n'a pas le pouvoir réel, quelqu'un qui pouvait être manipulé à souhait par ceux qui l'ont aidé hier à devenir ce qu'il est devenu aujourd'hui, s'il est réellement ce qu'il est. Et donc, au regard de tous ces éléments, on se rend compte que notre crainte était réellement fondée du fait que si M. Félix Tshisekedi n'a pas le pouvoir de décider seul, bien qu'accompagné par l'avis technique de ses conseillers, cela sous-entend que M. Félix Tshisekedi n'a pas la capacité de prendre de bonnes décisions au bon moment sans qu'il soit influencé par ses collaborateurs. Et là, ça met à nu les faiblesses de sa gouvernance. Mais le président ne gouverne pas seul. Non, il est souvent conseillé par ses collaborateurs. Non, mais il est conseillé. N'importe quelle décision. Il est conseillé, mais M. Viguier Tshimanga ne va pas dans ce sens. C'est-à-dire qu'il sait que s'il lui prend des initiatives, eh bien, M. Félix Tshisekedi n'aura pour mission que de signer. Et puis, deuxièmement, s'il veut obtenir quelque chose du gouvernement, il peut user de son poids pour influencer la décision des ministres. Voilà pourquoi il rassure à ses potentiels partenaires ou collaborateurs que lui pouvait leur accorder, leur assurer la sécurité. C'est-à-dire que la sécurité en termes d'investissement. Ce qui sous-entend quoi? Ce qui sous-entend que si l'État ou les institutions, l'appareil judiciaire, ou sinon si l'administration publique voudrait faire de suivi ou de contrôle en termes de gestion au regard de la loi vis-à-vis de ceux qui auraient gagné le marché par son trichement, eh bien, lui pouvait se constituer un obstacle. C'est ce qu'il a tenté de vous dire. C'est-à-dire que lui va imposer à la République une gouvernance d'exception où ceux qui sont protégés par lui ne peuvent pas être atteints par les institutions de la République, d'autant plus que c'est lui qui aurait financé M. Félix Tshisekedi. Ça vient de mettre à nu les insuffisances notoires de la gouvernance de M. Félix Tshisekedi et ça donne aussi, ça met aussi à nu la fragilité de ces régimes. Parce que vous savez, lorsque vous lisez... Je ne trouve pas vraiment de lien entre la fragilité du régime et les faits qui viennent de se passer. Un conseiller qui a la prétention de déclarer qu'il il est proche du président, il est influent, il est ceci, il est ceci. C'est lui qu'il faut condamner. Mais est-ce qu'il faut vraiment trouver des liens avec ce qu'on peut décrire comme insuffisance du gouvernement? Non, attendez. On ne sait pas. La vidéo ne date pas d'aujourd'hui. Selon vous, oui. Selon votre expérience. Oui, selon ce que moi j'ai compris. Ouais. La vidéo ne date pas d'aujourd'hui. S'il a insisté sur comment M. Félix Tshisekedi a accédé au pouvoir, on sous-entend que cela était au lendemain de la publication des résultats, après la nomination.
voyez-vous, après la nomination de Didier Tshimanga. Parce que tous, ils étaient en course pour chercher le potentiel investisseur afin de gagner le marché. Et lui, leur apporte son soutien. Il leur donne des garanties en leur disant, venez, c'est moi qui maîtrise M. Félix Tshisekedi, je peux l'utiliser et le manipuler à souhait. Si vous êtes avec moi, eh bien, on va sécuriser votre investissement. Et il dit, il est détenteur, détenteur d'une entreprise, il est chef d'une entreprise, mais au regard de ses fonctions, il a donné le pouvoir de gestion à ses enfants, justement, parce que lui, il est frappé par l'incompatibilité. Donc là, nous sommes dans un contexte de lancement. C'est justement pendant cette période que M. Félix Tshisekedi a accédé au pouvoir. Alors, si vous prenez ce qu'il dit, il vous dit que M. Félix Tshisekedi est malléable, est manipulable. C'est ce qui justifie la faiblesse. Il vous souviendra, même à cette époque-là, il y avait un autre monsieur, M. Dieudonné Lobo, que d'aucuns semblent oublier. Il a eu à falsifier une ordonnance. Il a profité de sa fonction justement pour accorder à une catégorie de gens prétendus être des investisseurs en prenant une fausse ordonnance. Et cette ordonnance controversée a été débattue pendant plusieurs mois. Et fort malheureusement, M. Lobo a été arrêté. Quelque temps, il a été relaxé en liberté provisoire. Aujourd'hui, il est en dehors de notre pays. Au moment où je vous parle, il y a un débat houleux au niveau de l'UDPS. Ils contestent l'ordonnance mettant, nommant le mandataire public. Il semblerait que parmi ces nominés, parmi ceux qui ont été promus, il y aurait quelqu'un qui ne méritait pas être là où il est. Selon eux. Effectivement. C'est l'expression du mécontentement. Effectivement. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est aujourd'hui DG de FPI qui se retrouve avec son frère qui est au niveau de la DGI. Alors pour eux, ils considèrent qu'ils ont profité de la faiblesse de M. Félix Tshisekedi pour placer un nom qui n'était pas prévu dans l'ordonnance que lui aurait signé. Parmi les noms, donc les noms qui ont été recommandés à ces postes n'ont pas été nommés et on a pris une autre personne qui a été promue et fort malheureusement la personne ne figurait pas dans l'ordonnance originelle qui devait être signée ou qui était signée par M. Félix Tshisekedi. Et donc tous ces éléments-là mis ensemble, ça vous démontre que la présidence aujourd'hui c'est un fourre-tout. Chacun vient prêcher pour sa chapelle, chacun veut profiter de sa position justement pour gagner. Et nous rendons compte pourquoi les gens qui sont à la présidence s'enrichissent facilement et qui donnent des orientations aux politiques publiques sans avoir ni titre ni qualité. On comprend pourquoi il y a des conflits d'intérêts lorsque vous voyez un conseiller en charge des questions juridiques qui se retrouve dans une province, là où on construisait un barrage, il se retrouve là, on refuse qu'il entre et il fait des déclarations. Ce qui sous-entend quoi? Ce sont les centres d'intérêt qui se constituent dans la présidence, qui orientent les politiques publiques au détriment de la nation. Et donc, c'est quoi le danger? Non, mais le danger, lorsque le président de la République n'a pas toutes ses facultés, n'a pas la capacité de prendre des décisions bien orientées, il peut mettre le pays à feu et à sang, le pays peut sombrer dans l'incertitude, dans le chaos, justement parce que les sources d'impulsion sont ceux qui ont la maîtrise sur la personne du président de la République. Si le président de la République n'est pas assez libre, cela sous-entend qu'il y a effectivement un problème et ce problème-là doit être résolu au plus vite. Très bien. Alors, le problème doit être résolu au plus vite. Peut-être que la résolution de ce problème est en cours parce que la présidence n'est pas restée silencieuse face à cette affaire. Il y a le communiqué de la cellule de communication de la présidence. Permettez que je vous le lise. Le cabinet du président de la République tient à rappeler à l'opinion publique que la lutte contre la corruption est un pilier de l'action du président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, depuis son accession à la tête du pays en janvier 2019. Je poursuis. Le chef de l'État a constamment fait montre de fermeté pour combattre le fléau qui a appauvri notre pays depuis des décennies.
la création de l'Agence nationale de prévention et de la lutte contre la corruption, APLC, la réhabilitation de l'IGF et la redynamisation de la Cour des comptes, ainsi que le processus de digitalisation de l'administration publique en sont de preuves tangibles. La défense de l'intérêt général, le respect strict de la loi et de la promotion de l'état de droit sont au cœur de la vision du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour édifier une justice sociale profitable à tout le Congolais. Le dernier paragraphe, cela ne se fera qu'au prix de l'exigence d'exemplarité de la part de chaque Congolais, à commencer par ceux qui dirigent le pays. Toute personne, y compris au sein du cabinet du président de la République, dont le comportement avéré aura à frein la loi, la déontologie de sa fonction ou le règlement d'ordre intérieur du cabinet du président, subira la rigueur de leurs effets. Signé la cellule de communication. Cette communiqué est signé le 16 septembre 2022, comme pour répondre à cette aventure de mauvais goût que nous avons sur les réseaux sociaux. On dit même qu'il y aura un balai. On va balayer tout le mouton noir qui se trouve aujourd'hui au cabinet du président de la République. Il n'est pas trop tard pour corriger Alain Bolodia. Vous croyez quand même à la démarche de la présidence et de vouloir non seulement éclairer l'opinion, mais aussi promettre que toute personne qui va se compromettre sera sanctionnée? Non, mais ça c'est une aventure de mauvais goût que je ne pourrais pas consommer, justement parce que je me rends compte, avec tous ceux qui nous suivent, que l'État congolais est dirigé par des invertébrés, des gens qui n'ont aucune maîtrise. Quelle est la valeur juridique? Si la présidence était restée silencieuse. Non, mais quelle est la valeur juridique d'un communiqué d'une cellule à la présidence de la République? Signé par Eric Nyindu, directeur de la presse présidentielle. Non, mais voilà. Quel est son rôle par rapport à la question et quelle est la valeur juridique d'un simple communiqué de presse de la présidence? Qu'est-ce qui aurait dû être fait à votre problème? Non, mais attendez, nous sommes là en face d'une institution de la République et les compétences sont d'attribution. Quel est le rôle des chargés de communication à la présidence de la République? Pourquoi devons-nous prendre au sérieux un communiqué signé par un administratif, un service d'appoint, en rapport avec une question qui touche à l'image de l'institution et par ricochet du pays? Vous auriez voulu que les choses se fassent de quelle manière? Le chargé de communication de la présidence n'est pas une institution pour prendre des résolutions ou des décisions sur l'État. C'est-à-dire que son document n'a aucune valeur. C'est une communication. Non, mais effectivement, ça n'a aucune valeur. Il engage l'institution président de la République en dehors du cadre de sa fonction. Ça n'a aucune valeur. Un chargé de communication, il est qui? C'est un service d'appoint. C'est un service d'appoint. J'aurais voulu. Là, c'est une direction. Non, mais oui, même si c'est une direction, le directeur en charge, c'est le service d'appoint. Il n'est pas un personnel politique. Le personnel politique à la présidence, ce sont les conseillers d'abord. D'abord, vous prenez le directeur de cabinet, le conseiller, qui sont des personnels politiques. C'est un service d'appoint. Vous auriez voulu que les choses se fassent? Non, mais le problème, c'est qu'il fallait plutôt que nous voyions le directeur de cabinet prendre un communiqué de service. Ce n'est pas un communiqué de presse signé par quelqu'un qui n'a pas qualité. Quelle est la capacité de ce monsieur qui a signé ce communiqué à sanctionner ceux qui vont se méconduire? Il n'a aucun pouvoir. Il n'a aucun pouvoir. S'il avait dit que sur recommandation du directeur de cabinet, on pouvait comprendre parce que le directeur de cabinet a le pouvoir de suspendre. On ne doit pas nous prendre pour des enfants. Nous tous, nous avons travaillé pour le compte de l'État, nous avons une idée sur l'administration. Vous pensez qu'Éric Nyindu n'a pas consulté? Il n'a pas qualité. Non, il n'a pas. Non, mais il n'a pas dit dans son communiqué. Il n'a pas dit. Bon, c'est un courageux qui a quand même. Non, mais c'est un courageux. Voilà, la République de courageux. Un courageux qui a même pris position. Ah, voilà, la République de courageux. Et d'ailleurs, allez vérifier. Le conseiller en charge des questions stratégiques, le conseiller principal en charge des relations est supérieur à ses directeurs.
Ouais, exact. Alors voilà, comment un subordonné peut-il menacer le supérieur? Il ne l'a pas C'est cité. de l'insubordination. Il ne l'a pas cité. Ah, voilà Il n'a pourquoi cité j'ai dit, personne. c'est du cosmétique, moi je ne suis pas preneur. Très bien, vous n'êtes pas preneur. Qu'est-ce qui Et doit c'est être quand même, fait? c'est quand Qu'est-ce même qui va être ridicule. fait maintenant? Non mais attendez. Parce que quoi qu'on fasse, c'est aussi l'image du pays. Hein. Non mais effectivement, mais c'est ce qui nous met... C'est quoi la proposition maintenant? Non mais la proposition c'est d'abord le départ de M. Félix, c'est qu'il n'est pas sérieux Oh dans là ce qu'il là. fait. Il n'est pas sérieux. Non mais soyons sérieux. Vous connaissez que son sort Non, est mais réglé il par n'est la pas loi. sérieux. Ce n'est pas parce qu'il est conseiller, c'est compromis que lui va partir. Non mais la situation Il ne faudrait date pas qu'on trouve d'aujourd'hui. la solution. Il vous souviendra qu'il y avait un autre conseiller principal en charge de Pétentique qui était aussi enregistré juste au lendemain de la publication de membres de cabinet. Ce monsieur-là, il était issu de l'Union, comment on l'appelle, le parti à Kamere. Union pour la nation congolaise. Union pour la nation congolaise. Ce monsieur-là a été cité. Il y a aussi des audios. Où en sommes-nous? Voyez-vous, ce n'est pas sérieux. Voilà pourquoi je vous dis, dans cette forme de délinquance, il est difficile d'apprécier ce que nos frères font au niveau de la présidence de la République. Et là, c'est l'arbre qui cache la forêt. Au-delà de Vidier Timanga, il y a d'autres dossiers. Il y a d'autres dossiers. Il vous souviendra qu'il y avait des tournements au niveau de la maison civile de M. Félix Sekedi. Où en sommes-nous avec la suite du dossier? Il y a des conseillers qui ont été cités dans les détournements de fonds. Il vous souviendra que le conseiller en charge des questions économiques et financières a été cité dans les malversations financières avec le fameux programme projet Tilégelou. Où en sommes-nous? C'est-à-dire que M. Félix Sekedi est pris en otage par le service, par ses propres services. Ce n'est pas lui qui décide. Si ce n'est pas lui qui décide, ne me dites pas qu'il est chef de l'État. Ce n'est pas normal. Et lorsque vous trouvez quelqu'un qui s'entoure de voleurs, il faut conclure. Non, je dis, si vous trouvez quelqu'un qui s'entoure de voleurs, c'est qui veut dire que lui-même a l'intention de voler. Alors si nous juxtaposons ce que nous venons de dire et ce qu'il y a, M. Félix Sekedi a choisi Vidier Timanga par rapport à son image, par rapport à son passé, par rapport à ce qu'il représentait réellement. Il a fait de lui chargé de stratégie. C'est quelqu'un qui a fait de bonnes études. Hein, non, il a fait de bonnes études, il a suivi une formation. Homme d'affaires. C'est un breveté. Un homme d'affaires. Non, mais effectivement, il est intelligent. Richissime. Ah, cher ami, il peut être riche, mais science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Aujourd'hui, il est cité parmi les criminels, bien qu'on n'a pas encore le procès. Il y a des présomptions d'innocence. Effectivement, il peut bénéficier des présomptions, mais les vidéos en parlent déjà, vous démontrent déjà qu'il n'est pas suffisamment sérieux. Mais il a fait 4 ans avec M. Félix Sekedi, 3 ans et de poussière avec M. Félix Sekedi. Certainement qu'il sera sanctionné. Il sera remplacé par qui? Par les gens de la même nature. C'est-à-dire que M. Félix Sekedi... Non, mais moi, je connais ces gens-là. Je le connais, je le vois, je le palpe, je l'étudie, je le connais assez bien. M. Félix Sekedi ne peut pas recruter un bon monsieur crédible, propre et capable de faire un bon travail à ce poste-là. Non, il a besoin de gens qui peuvent se compromettre pour sécuriser ses intérêts. Et lorsque vous prenez ce qu'il dit, vous allez vous rendre compte que nous sommes là, en plein dedans, dans ce que la Constitution condamne. L'article 164 de la Constitution. Corruption, concussion, délit d'initié. Clientélisme. Voyez-vous? Corruption, concussion, délit d'initié. Ce sont des faits pour lesquels on peut poursuivre un président de la République. Et la stratégie, au lieu que cela soit fait par le président, la personne du président, ce sont ces conseillers qui le font. Qui nous dit qu'il n'a pas tiré bénéfice de tout ce qui se fait? Là c'est quand même difficile. C'est une question, ça mérite. C'est une problématique, mais au moins, Félix n'est pas impliqué dans ce que Vidier Non, mais Timanga comment a fait. pouvez-vous tirer cette conclusion Maintenant, de lors qu'on n'a pas encore les résultats de... Il y a une annonce, selon nos sources, à la présidence. Il y a une grosse agitation parce que le cabinet va être remanié. Est-ce que vous pensez quand même que cette fois-ci, il y aura du bon? Il y aura des bons éléments qui vont peut-être chercher à corriger les erreurs du passé. Qui va corriger? Qui va corriger? Vous avez déjà affaire. Non, mais attendez. Vous avez déjà affaire à un produit périmé impropre à la consommation. Vous voulez changer, vous allez changer quoi? Mais il ne manque pas de Congolais sérieux. Non, mais qui va choisir les Congolais sérieux?
Il faut être sérieux pour choisir des Congolais sérieux. Si on vous prenait comme conseiller stratégique de Félix, les si, pour là, servir la République. Non mais attendez, les si là. Où est le mal? Non, les si là, qui fera ça? Qui va me choisir? Mais au cas où on vous choisirait. Non mais qui? Seriez-vous Non prêt mais à accepter attendez. l'offre? Non mais qui va me choisir? Pourquoi on ne vous choisirait pas? Non mais par qui? Par le président de la République. Non mais lui, il n'est pas suffisamment crédible. Vous voulez qu'il me choisisse pourquoi? Oh, cher ami. C'est lui le problème. C'est lui le problème. Voilà. Bien. Il va me choisir pourquoi? Non, voilà, parce qu'il fait trop de bruit. On doit les choisir pour les calmer. C'est ça le plus grand péché. Celui qui a financé votre campagne n'était pas obligé d'être là où vous l'avez placé. Il y avait possibilité de lui donner des avantages sans qu'il soit nécessairement dans votre cabinet. Mais la récompense, la loyauté, vous savez, pour arriver au niveau plus haut sommet de l'État. Il y a plusieurs moyens de récompenser en politique. On n'a pas besoin de faire de tout le monde, de tout celui qui vous a accompagné, un collaborateur direct. Très bien. Il y avait possibilité de faire de lui, il pouvait rester dans son entreprise parce qu'il a dit qu'il est promoteur d'une entreprise. Il pouvait rester dans son entreprise, il pouvait continuer à gagner des marchés de manière directe ou indirecte et il reste là. Très bien. Lui, il n'est pas le seul. Et vous avez dit qu'il y a des agitations. Voilà pourquoi je vous ai dit, dès l'entame, que le fait seulement qu'aujourd'hui, ils sont en guéguerre, ils veulent créer de l'espace pour avoir du sang neuf, entre guillemets. Cette vieille vidéo a été balancée justement pour pousser l'opinion, à les aider de faire sortir ce qu'eux considèrent comme des éléments malicieux. C'est quand même décevant. Très bien, on va tourner cette page noire. Espérons que la présidence va trouver de bonnes têtes pour... Impossible. Moi, je l'espère. Impossible. Nous espérons. Je peux même parier, impossible. On ne va pas quand même désespérer jusqu'au bout. Hein. Enfin, il faut laisser les gens avec le... Impossible. Ne payez pas de l'espoir sur base de rien. Rentrée parlementaire Alain Bolodjoa, vous avez suivi les discours des présidents, le président du Sénat et celui de l'Assemblée nationale. Mais le discours qui a beaucoup plus retenu l'attention de l'opinion est celui du président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Koria, qui s'adresse à Paul Kagame. Paul Kagame, tika peuple congolais, Bavandana Kimia. C'est quand même un ton ferme. Hein? Bon, il y a le fond, il y a la forme, je prends les deux. Essayez un peu de voir, d'analyser profondément l'attitude de M. Mbosso. Apparemment, il y avait un stimulus. Un stimulus? Il y a quelque chose qui les motivait. Non, mais apparemment, il y avait un stimulus. Apparemment, il n'avait pas ses deux pieds sur terre. Apparemment, il était plus excité que d'habitude. Par quoi? Apparemment, il n'était pas assez stable. Pourquoi? Essayez de voir son comportement. Mais ce qui est vrai, ce qu'il a dit dans le fond, c'est prénable. Et fort malheureusement, il n'a pas été sincère. Il reconnaît que la situation que nous traversons est causée par M. Kagame. Kagame serait l'ennemi numéro 1 de l'Afrique, de la sous-région, du Congo. C'est lui qui était à la base de ce qui nous arrive dans la partie Est. Mais attention, ça c'est ce que nous disions chaque jour. Mais lui n'avait pas soutenu ça au départ. C'est que vous voulez que l'État prenne comme position. Non, mais effectivement, mais il devait le faire bien avant. Parce que lorsque il s'accouplait avec le régime Kagame pour nous prendre de projets tels que l'exploitation de l'or, l'exploitation de l'or, vous prenez Rwanda et tous ces éléments-là. Il fallait qu'il réfléchisse bien avant. Si vous reconnaissez aujourd'hui que le Rwanda est derrière ce qui nous arrive, cela veut dire que vous l'avez compris aujourd'hui. Parce que tout ce que vous avez posé comme acte hier a favorisé cet état de choses. Kagame, c'est effectivement un ennemi. Je me souviendrai toujours des émissions que j'ai eu à faire avec nos amis de l'Union dite sacrée. Ils m'ont traité de tout et de rien. Ils ont dit non, voilà, nous ne sommes pas en guerre formelle avec l'État parce que le président de la République n'aurait pas pris une ordonnance déclarant l'état de guerre. Non, attention. La guerre peut être une guerre silencieuse, mais nous serons toujours en guerre avec nos pays voisins. Le Rwanda a eu à occasionner la mort de plus de 10 millions de Congolais dans notre pays. Ce qui veut dire que le Rwanda est réputé ennemi numéro 1 de la République. Parce que toute forme d'humiliation que nous avons pu enregistrer pendant des années ont été causées par le Rwanda.
Et aujourd'hui, il s'est ressaisi. Mais quel est le contexte? Il a fait cette déclaration devant la représentation dite nationale. Non, pas dite nationale. Non, la représentation dite nationale. Parce que là, il y a des gens qui ne sont pas représentants du peuple. Il fait sa déclaration solennelle. Tout le monde a suivi. C'est l'institution Parlement qui s'engage. Mais attention, avant ça, ils ont envoyé Tulukwebo. Aujourd'hui, le régime vient d'envoyer Kamere, justement pour aller parlementer avec ces groupes armés qui sont réputés l'armée rwandaise, les ennemis de la République, mais on va aller négocier avec eux. C'est quand même antinomique. Si le Rwanda, si Kagame est notre ennemi, le Rwanda ne peut pas être notre ami. Pourquoi chercher à dédouaner le Rwanda qui a fait de Kagame président? Et qui se reconnaît à la politique de Kagame? Voilà, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été sincères. Il a cherché à séduire. Vous allez vous rendre compte, pendant toute cette période, jusqu'au début du processus électoral proprement dit, vous allez vous rendre compte que nos frères vont commencer à chercher à séduire l'opinion par des propos captieux. Ils ne sont pas convaincus de ce qu'ils font. Ils veulent tout simplement séduire les anciens députés qui ont été élus gratuitement, qui seraient élus gratuitement. Ces députés-là vont commencer à prendre position pour défendre les intérêts du peuple. Parce qu'ils savent qu'il y a possibilité de récupérer leur électorat. Voilà pourquoi M. Félix Tshisekedi est dans cette posture. Les questions que nous devons nous poser. Si le Rwanda est réellement l'ennemi tel que vous le dites, si Kagame est réellement l'ennemi tel que vous le dites, ce qui veut dire que ceux qui assiègent, ceux qui occupent le Bunagana sont réellement des Rwandais, donc on n'a pas besoin de dialoguer avec eux. Et puis deuxièmement, pourquoi continuez-vous à protéger l'ambassadeur rwandais chez nous? Pourquoi continuez-vous à rester en coopération avec le Rwanda? C'est quand même contradictoire. S'ils sont les ennemis, il faut les considérer en tant que tels. Mais pourquoi au niveau de la rhétorique, c'est maintenant clair, c'est le Rwanda qui nous agresse? Non, ce n'est pas clair, c'est lui qui l'a dit. Attendez les réactions. C'est la deuxième personnalité du pays, j'insiste. Non, mais non, la deuxième personnalité sur le plan institutionnel et sur le plan fonctionnel. Il dirige quoi? Il dirige la représentation nationale. Entre guillemets. Il n'est pas la deuxième personnalité de la République parce qu'au-dessus de lui, il y a d'autres personnes qui ne sont pas officiellement connues. Le président de la République l'avait aussi dit. Le président l'avait aussi dit. Non, mais pourquoi cherchez-vous à suivre ce que M. Félix Tshisekedi? Ça vaut quoi? Moi, ma question est celle de savoir pourquoi, après toutes ces déclarations, l'État n'arrive pas toujours à réagir conséquemment. Non, mais justement parce que ce qu'il vous dit, ce n'est pas ce qu'il pense. C'est ce que je tente de vous faire voir, de vous faire comprendre. Ce qu'il vous dit, c'est justement pour séduire le faible d'esprit. Ce sont des propos exotériques, destinés aux faibles d'esprit. Mais ce qu'ils font n'a rien à voir avec ce qu'ils disent. Si vous vous rendez compte que le Rwanda, c'est un pays dangereux, la moindre des choses, il faut casser la coopération avec le Rwanda. On ne peut pas héberger ici un ambassadeur rwandais. Prends du thé chaque matin à Pullman. Voilà. Il est en sécurité chez nous et vous nous dites que ce sont des ennemis. Si ce sont des ennemis, mais vous lui donnez la possibilité d'avoir toutes les informations possibles. Et je le dis et j'insiste, dans vos lits là, il y a des femmes rwandaises. Non, il y a des hommes rwandais. Non, ce n'est pas autre chose. Non, nous sommes dans les cas de strictement extra-politique. Non, mais Kagame a des instruments qu'il utilise. Kagame peut utiliser les femmes. Vous pensez que les Congolais n'ont pas... les femmes rwandaises n'ont pas des maris congolais au Rwanda? Non, mais attendez. La réalité est vice-versa. Non, mais on ne va pas entrer dans ces détails. Les femmes congolaises peuvent avoir des maris rwandais. Mais ça dépend de la fonction que la femme occupe. Ici, nous parlons des gens qui ont la capacité d'influencer les décisions dans l'État, qui sont aveuglés par l'amour fou de femmes rwandaises. Ce n'est pas la même chose. Parce qu'ils sont déjà faibles. Quand même un psychologue, vous n'allez pas associer les faits politiques aux relations amoureuses. Sinon, je trouve que la Bible... Non, attendez. L'histoire du monde nous renseigne que les femmes ont eu à influencer les décisions politiques dans le monde. Je ne suis pas le premier à l'avoir dit. Vous n'avez jamais entendu qu'il y avait un homme fort dans la Bible qui a été pratiquement apprivoisé par une femme? Vous n'avez jamais appris qu'il y a des rois qui ont tué des prophètes au nom de leurs femmes?
Ce sont là des réalités. C'est-à-dire que nous sommes piégés. Le fait seulement que ceux qui sont Vous voulez qu'ils fassent quoi? Non, mais voilà pourquoi la solution ne peut pas sortir de ces gens ici. Il faut chercher une autre solution en dehors de ces théâtres que vous appelez les instituts. Il faut attendre les élections. Parce que vous n'avez pas un autre moyen de les faire. Vous voulez me dire que nous ne sommes plus intelligents que le Constituant? Le mode d'accession au Congo, c'est par voie d'élection. Non, le mode d'accession au pouvoir, ce sont les élections. Mais le mode de comment partir du pouvoir, il n'y a pas que les élections. On peut chasser quelqu'un, on peut l'arrêter. Voilà. Ça, c'est un autre débat qu'on abordera un autre jour. Voilà. On reste toujours au Parlement. La loi des finances 2023 a été déposée. On va finir par ce sujet, Alain Bolodjoa. La loi a été déposée. L'estimation, c'est à peu près 14 milliards 600 millions de dollars américains. Comme je vous l'avais dit la fois dernière, c'est quand même un budget historique. Un budget historique jamais connu dans les temps que le régime Félix Antoine Tshisekedi propose aux Congolais. Mais avant toute chose, Alain Bolodjoa, je voudrais vous rappeler cette information sur les recettes additionnelles. Je voudrais que vous placiez un commentaire. Vous, expert, vous êtes quand même un économiste de taille. Il y a beaucoup de détails qui nous échappent. Beaucoup d'argent qui nous échappe. Et très souvent, nous sommes dans des débats qui n'apportent rien. Les recettes additionnelles de près de 2 milliards 900 millions de dollars américains du collectif budgétaire ont été à plus de 80% affectés au fonctionnement et aux rémunérations des institutions de la République. Les alliés présidents de la République, Assemblée nationale, Sénat, et gouvernement de la République. Balobi Boy, président c'est Moko. On a des recettes additionnelles, on a payé combien? On a payé 72 millions. 700 ou 72? On a 72 millions. 72 millions. Bon, je ne vais pas inventer. Primature, 9 millions. Assemblée nationale, 27. Donc, nous sommes Sénat, bango sur les 2 milliards, basui 80%. Les 20% des armées, investissements, enseignement, les bango basui 80%. Quel égoïsme! Quel égoïsme! Alain Bolodjoa. Est-ce qu'il y a une solution pour que Bambon Wana et Kendara soutient dans les fonctionnements et les rémunérations de ceux qui nous dirigent? C'est quand même énorme, des chiffres extraordinaires. Bon, moi personnellement, je crois que... Ça choque. Hein? Non, mais ça choque, mais après. Après. Lorsqu'on vous fait des propositions, apparemment tout le monde n'en veut pas. Comment voulez-vous traiter avec des gens qui se comportent en délinquants? Vous voulez les traiter comme des gens normaux? Non. Quelle est la solution? Il faut qu'ils partent. Vous revenez sur la même chose. Mais je vous dis, il n'y a pas d'autre solution. Les départs. Essayez de vous imaginer. On vous dit que c'est la toute première fois. Et bien évidemment, tous les budgets ont toujours été exceptionnels. Lorsque Kabila a accédé au pouvoir, il a trouvé le budget de l'État était en termes de millions. Il nous ramène en termes de milliards. Nous sommes arrivés même à 8 milliards 900 millions. On a connu un budget de 8 milliards 900 millions entre 2013 et 2015. 8 milliards 900 millions. Tout le monde a chanté. Mais le principe budgétaire, le principe de l'élaboration du budget et de son exécution voudrait assez qu'avant qu'on amène un budget, il faut qu'on amène d'abord la loi de reddition de comptes. Oh, la loi rectificative. Non, la loi de reddition de comptes, c'est une loi d'appréciation de la gestion du budget passé. La loi rectificative, c'est la loi qui vient rectifier les lignes de crédit et qui peut augmenter ou diminuer les lignes de crédit accordées à un département. Mais là, dans cette loi de reddition de comptes, aucune année, aucune fois, on s'est rendu compte que le budget a été exécuté tel qu'adopté et promulgué.
Nullement. On n'a jamais exécuté le budget. Et pourtant, le budget, c'est une composante d'une loi. C'est-à-dire qu'on distribue l'argent du pays sur papier, mais dans l'exécution, on se rend compte qu'il y a des gens qui consomment plus que ce qui leur a été prévu et des gens qui ne consomment rien par rapport à ce qui leur a été prévu. Ces débats passent toujours inaperçus. Ah voilà. Ce qui veut dire qu'on tourne en rond. On va parler de 14 milliards, oui, mais parlons d'abord de la loi de réduction des comptes de 2021. On avait un budget de 6 milliards 800 millions en 2021. Les agents qui devaient être payés en 2021 ne l'ont pas été. On nous dit que non, on aurait maximisé les recettes. Oui, si vous avez maximisé les recettes, c'est-à-dire que vous avez plus d'argent que ce qui était prévu. Alors comment les agents qui émargeaient dans le budget n'ont-ils pas été payés? Comment les provinces n'ont rien bénéficié? Et aujourd'hui, on nous parle encore d'un autre budget. Non, nous sommes là dans la routine. Parce que le principe voudrait c'est que l'on déposât à chaque fois le budget, on dépose, mais dans le fond, il n'y aura pas de débat. Vous nous amenez à 14 milliards 600 millions. Oui, mais qu'avez-vous fait de 6 milliards 800 millions? Aujourd'hui, nous avons un budget de 11 milliards. On nous dit qu'il y aurait mobilisation au-delà des assignations. Oui, nous pouvons être d'accord avec vous. Mais la question que nous vous posons, pourquoi n'avez-vous pas amené une loi rectificative pour réajuster, redistribuer les fonds qui ont été mobilisés au-delà de ce qui a été prévu? Pourquoi les autres départements n'ont-ils pas senti cet accroissement des recettes? Et vous serez surpris d'apprendre, il y a augmentation en termes de dépenses à la présidence, à la primature, au niveau du Parlement. Mais ce qui est surprenant, il y a des gens qui n'ont jamais consommé leur crédit. Je prends le cas ici du ministère de Pêche, le ministère de l'Agriculture. Ils n'ont jamais consommé leur crédit parce qu'il n'y a pas d'argent. Les agents qui devaient être régularisés, les enseignants, les fonctionnaires, tous ces gens-là qui travaillent pour le compte de l'État, qui attendaient la régularisation, ils ne se sont pas retrouvés. Alors dites-moi, cet argent sert à quoi? Et pourquoi doit-on donner autant de moyens à une présidence qui est déjà constituée de gens comme le premier dossier? Ce qui veut dire qu'ils sont payés doublement. Là, c'est un autre débat. Non, ce n'est pas un autre débat, ça fait partie du budget. Qu'est-ce qu'il faut attendre des élus de cette session? Quels élus? Les élus du peuple. Non, mais quels élus? Moi, je n'en vois pas. Non, mais je n'en vois pas. Je n'en vois pas. Quels élus? Donc, le budget a été déposé. Je prends un témoin. Je prends un témoin. Je viens de faire une émission. Il y a un député qui a appelé avant. Il vous dit ceci. Nous avons négocié, nous avons fait pression pour qu'on nous amène à 21 000. Si les autres agents de l'État ne savent pas revendiquer, c'est leur affaire. Moi, j'ai suivi ça. Pourtant, le député est là pour... Voilà. Voilà. Ils ont fait pression à Mabunda. Mabunda a refusé, ils l'ont fait partie, ils ont pris Mbosso, Mbosso a accepté, voilà pourquoi ils sont à 21 000. Alors, essayez de vous imaginer. Si on ajoute à la présidence, au Parlement, cet argent, ça ne modifie nullement les lignes de crédit allouées à la présidence par rapport au budget en exercice. Les émoluments qui étaient prévus pour les députés, ça reste les émoluments de la fois passée. Mais le réajustement, là, ça vient compléter, ce qui veut dire que ça, ils ont perçu ça par Maboko Bank. Le fonds de campagne. Hein. Voilà. Alors, devant cette incongruité, vous ne pouvez pas me demander à moi de réfléchir comment. Non, la meilleure solution est la seule, c'est le départ de tous ces gens par la révolution. On n'a pas d'autre choix. Électorale, la révolution électorale. C'est à vous de chercher, mais moi je parle de la révolution. Faudrait-il encore que ce peuple soit prêt à aller à la révolution? Si le peuple n'est pas prêt à aller à la révolution, ce qui veut dire que le peuple est en train d'endosser, de cautionner cela. Très bien. Et donc il n'a pas droit de se lamenter. Très bien, Alain Bolodjoa. On va finir par cette question. Vous avez suivi, tout comme moi, la controverse autour des carburants, tantôt conformes, tantôt d'abord non conformes par l'OCC. Après la sortie médiatique du ministre des hydrocarbures, l'OCC revient pour dire non, voilà, c'était une autre technique interne, mais nous avons voulu que l'on rajeunisse un peu ce carburant pour l'adapter. Et puis voilà, donc les débats autour de la conformité ou soit de l'originalité du carburant, au départ impropre et non conforme, mais après, il faut réajuster, il faut rajeunir. De loin, comment avez-vous observé ce débat? Et pourquoi surtout l'OCC se ravisait? Ils ont quand même reconnu que la note explicative était
authentique et que c'était destiné au niveau interne. Bon, en fait, le problème, c'est que j'ai une autre manière d'appréhender et de comprendre les faits. L'OCC garde sa première philosophie, mais peut-être que les termes ont changé. Sous pression. Non, pas sous pression. L'OCC n'a jamais dit, jusqu'à aujourd'hui, que le produit était conforme. Il faut que ça passe par ce CIR pour arriver à le rendre conforme. Excusez Alain Bouloudja, ce qui a gêné ou ce qui a poussé certaines personnes à penser que l'OCC a changé ses positions quand il s'attaque aux personnes qui ont récupéré cette information. Non, mais là c'est un aspect purement politique. Ouais. C'est un document interne. La note était adressée aux décideurs de l'OCC, justement pour soutenir la décision qui devrait être prise. Très bien. Tout produit non conforme n'est pas à rejeter. Il y a possibilité de conformiser le produit en le faisant passer par un mécanisme de conformité. Parce que les normes que nous utilisons en international, par exemple les normes ISO, on voudrait assez que le carburant ait telle teneur, tel élément, tel élément. S'il y a un élément qui manque, on peut amener le produit au niveau des sociétés appropriées pour le rendre plus conforme par rapport à la norme. Parce que si on vend ces produits bruts tels que nous l'avons reçu, ça va détruire nos véhicules. Alors l'ECC, en tant qu'œil de l'État, doit veiller sur ça. Parce que si vous nous vendez un mauvais produit, je vais traduire en justice la société qui va vendre Même les véhicules de l'État allaient être exposés dans ces cas. Voilà. C'est-à-dire que là, l'OCC a tenté de faire son travail. Mais le problème, c'est que pourquoi nous nous poumonons sur une petite question que les autres n'arrivent pas à résoudre? Est-ce que le gouvernement est-il préoccupé? L'essentiel pour eux, c'est de vendre un produit justement pour combler la demande. Ils s'en foutent de la qualité. Est-ce que vous savez qu'il y a possibilité de s'alimenter en carburant juste à partir du Congo-Brazza? C'est vrai ça. Il y a possibilité de se ravitailler en carburant jusqu'au niveau de l'Angola. Jusqu'au niveau du Rwanda aussi. Non, mais pourquoi aimez-vous autant le Rwanda? C'est un pays voisin. Non, mais apparemment, vous retirez. Non, ce sont vos beaux-frères. Non, mais vous aimez le Rwanda. Non, mais pourquoi seulement citer le Rwanda? C'est un ancien allié. Il y a possibilité de trouver. Et d'ailleurs, je voudrais dire à nos amis qui soutiennent M. Félix Tshisekedi, pourquoi la situation n'est pas générale? Pourquoi la situation que nous vivons ici ne se retrouve pas dans d'autres provinces? Parce que vous avez dit que la situation de l'Ukraine et de la Russie justifierait ce qu'il y a. Pourquoi dans d'autres provinces, on n'a pas la même problématique? Dans la partie Est, ils ne sont pas concernés par rapport à la situation de la raréfaction. Il y a un problème de politique incohérente. Il y a des gens qui ne savent même pas faire ce pourquoi ils sont payés. Il y a des gens qui sont incompétents, mais qui veulent s'accrocher au poste alors qu'ils savent qu'ils sont incapables de résoudre le problème de la population. Voyez-vous, ce sont là des réalités. Et donc, moi, je pense que l'on doit arrêter de continuer avec ces aventures. Il faut aider M. Félix Tshisekedi à appartenir au passé. Il faut le conjuguer au passé. Parce que sa gouvernance, c'est une gouvernance polluée, impropre à la consommation. Aujourd'hui, nous parlons carburant. Mais bientôt, là, on aura un autre problème. Lequel? Non, mais attendez voir, on aura un autre problème. Est-ce que vous savez que dans l'administration... Non, mais je ne suis pas prophète de malheur, je vous dis ce qu'il y a. Est-ce que vous savez que dans l'administration, il y a des gens qui sont promus comme des directeurs alors que ce sont des chefs de bureau? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ont été promis comme professeurs ordinaires alors qu'ils n'ont pas qualité avec de faux dossiers? Mais Liaou aujourd'hui est cité parmi des gens qui veulent tuer l'administration. Il a même rapporté son arrêté. Voilà, lorsque j'en parlais, les gens ne voulaient pas me croire. Il a rapporté son arrêté. Ce sont là des réalités. Alors dites-moi, l'administration publique qui est la colonne vertébrale de l'État, vous amenez vos aventures là-bas. Vous tuez l'État. Vous tuez l'État. Alors, c'est un homme courageux, il apparaît intelligent, mais il n'est pas compétent par rapport à la fonction publique. Il ne connaît pas comment l'État fonctionne. N'a-t-il pas été piégé par ses agents? Non, mais s'il a été piégé parce qu'il est incompétent, non. Il a chassé un bon nombre de ses collaborateurs. Non, il a chassé aujourd'hui, lorsque moi j'en parlais, lorsqu'il s'acharnait contre moi, lui et ses gens. Les éléments n'étaient pas réunis. Non, mais moi j'ai amené des éléments. Vous avez parlé à la télé, vous n'avez pas écrit. Non, écrit à qui? Mais à monsieur le ministre. Pourquoi lui écrire alors que lui est préoccupé à autre chose?
vous touchez à d'abord écrire. Non, mais voilà pourquoi je dis. Vous aussi, vous avez participé d'une certaine manière. Vous disposiez des éléments, mais vous avez refusé de... Non, mais j'avais dénoncé. Ils ont réagi contre moi. J'avais dénoncé. Ce n'est pas normal. Vous prenez des gens qui sont chefs de bureau. Il y a enjambement, ils arrivent, vous voulez les confirmer comme chef et comme directeur. On dénonce, vous dites non, vous n'avez pas la maîtrise. En bon, vous pensez parce que vous avez fait le droit que vous avez la maîtrise de l'administration publique. Non, ce n'est pas normal. Et d'ailleurs, je vous dis, parmi les personnes qui ont été réfutées là, les gens qui ne méritaient pas, vous savez, le directeur de la direction audit et contrôle de gestion, c'est un ancien collaborateur de M. Liaou. Les deux ont travaillé pour Aubin Minaku. Qui vous dit qu'il n'a pas, fait parce qu'ils ont de bonnes relations? Un chef de bureau, vous faites de lui directeur. Il a brûlé les étapes. Voilà, pour être directeur, il faut être au moins chef de division. Vous ne pouvez pas partir de chef de bureau au directeur. Ce n'est pas normal. Mais lui, il l'a fait. Alors, attendez-vous à des réactions de la part de l'administration. Attendez-vous à des réactions. Et ce n'est pas normal des gens qui prétendent être intelligents et on voit comment ils sont en train de patauger. Il y aura un remaniement technique. Non, lui ne va pas partir parce que c'est leur pouvoir. Il est le fils d'un ancien, un fondateur de l'UDPS. Ah, ok. Même si il a été clairement démontré qu'il s'est trompé, mais on va quand même... Non, il ne s'est pas trompé. Il n'y a pas que ce dossier. Il s'est pas trompé. Beaucoup dans l'administration. Mais je vous ai amené, l'autre fois, je vous ai amené le document. Ce qu'on va faire, c'est quoi, Alain Boulot? On va consacrer toute une émission sur les fonctionnements de l'administration publique sous Jean-Pierre Liaou. On est arrivé à la fin. Merci d'avoir répondu à mon invitation. En tout cas, c'est un malheur d'avoir un monsieur comme ça à la tête de la fonction. Un petit mot à l'endroit de la population qui est quand même, qui traverse des moments très durs. En bon? Des moments très durs. La situation sociale est intenable. Le désespoir sévit partout. Et la population a besoin quand même d'attendre un message d'espoir. Non, le message d'espoir que je vous amène, que je peux vous amener, c'est de faire partie de M. Félix et sa bande. C'est ça la solution. Vous ne pouvez pas continuer à vous lamenter et garder les gens qui vous causent du tort, qui vous font du mal. Il est temps pour vous de prendre la bonne décision. Si vous ne voulez pas prendre la bonne décision, continuez. Hein? Merci Alain Bolodjo. C'est moi qui vous remercie. Merci à Derrick Lunkeba, le maestro qui a réalisé cette émission. Vous s'abonnez massivement à la chaîne Nabiso Patrick Lokala TV. Likez, partagez nos vidéos. Ça nous fera énormément du bien parce qu'il faudrait que nous élargissions cette grande communauté qui prône une alternative crédible à ma domaine Nyos. C'est comme ça que nous allons changer le Congo si nous travaillons le mental. La bonne révolution, avant de faire celle d'Alain Bolodjo, de descendre dans la rue contre un pouvoir prédateur, la bonne révolution commence au niveau mental. Soyons nombreux à nous abonner à la chaîne Oyo pour que tout ça, la lutte, il y a changement mental, il y a mentalité, il y a un tambouma pour qu'un jour peut-être tout comme à un niveau, ceux qui ont fait la révolution Alain Bolodjo, mais au moins tout seul, tout qui élection. Mais vous avez à ma coquille à défendre le droit de vote au cas où ceux qui ont le pouvoir, allez Bolodjo, merci. Derrick Lunkeba, à vous.